Il y a 4 ans environ, j'ai engagé mon premier chantier de démolition et j'avais pris une assistance à maîtrise d'ouvrage puisque je n'ai pas cette qualification-là dans le PFL à ce moment-là. Et j'ai décidé en définitive de créer un service qui traite directement de ces questions-là au sein de l'EPFL. Et donc il y a 4 ans, j'ai engagé Vincent Julien qui est en charge de ce sujet. Nous avons depuis l'année dernière réorganisé le PFL en pôles. Et donc j'ai là aussi créé un pôle patrimoine qui est chargé du suivi de nos stocks et de toutes les opérations de requalification des biens, donc la dépollution, le désamiantage, la déconstruction. Et donc j'ai étoffé ce service avec Emeline Desnaux qui est ingénieure en environnement et qui est en charge également de ces sujets. Nous travaillons depuis quelques années également avec l'inspection du travail qui nous a suggéré un certain nombre de modes de savoir-faire et surtout qui m'a indiqué qu'il fallait absolument que j'équipe mes collègues de vêtements de sécurité. Donc nous avons énormément investi là aussi pour que mes collaborateurs puissent pénétrer dans les lieux en toute sécurité. Nous avons également mis en place des ateliers amiante où nous invitons tous les élus de ce département à venir écouter les dangers, repérer là où il pourrait effectivement y avoir de l'amiante, ou bien dans leurs travaux, ou bien dans la mise en sécurité d'un certain nombre de leurs sites. Pour traiter les ateliers amiante, nous avons engagé une collaboration avec Conseil et Formation Amiante. Ces ateliers amiante sont bien sûr ouverts à toutes les collectivités, donc ça va des élus, mais surtout les services techniques qui doivent absolument comprendre, imaginer qu'il peut y avoir de l'amiante ou pas. Et une fois qu'ils sont avertis, ils ne savent pas toujours comment prendre le problème. Donc on les aide à trouver un diagnostiqueur, à les orienter vers une mission ou plutôt une autre. À partir du moment où les élus sont conscients du problème, ils savent trouver auprès de l'EPFL un soutien pour les amener à traiter ce problème. Dès nos premiers contacts avec le PFL 73, il a immédiatement été clair que les objectifs de la direction étaient d'acquérir les compétences, les moyens, les outils pour étudier et réaliser des opérations présentant des risques d'exposition à l'amiante. Et ce, tant sur les volets organisationnels et financiers que relativement à la préservation de l'intégrité des personnes et de l'environnement. C'est pourquoi, en complément des actions de formation, ensemble avec le PFL 73, nous avons mis en place des ateliers à la sensibilisation du risque amiante à destination des dirigeants des collectivités locales. À l'origine, l'amiante est un matériau on ne peut plus naturel. C'est une roche qui se présente sous forme fibreuse, qui a été extraite de mines. L'amiante est un produit qui résiste au feu. L'amiante est un produit qui résiste à la chaleur et vous comprenez bien qu'à l'aube des machines à vapeur, on avait besoin effectivement de matériaux qui résistaient tout particulièrement à la chaleur, qui résistaient à l'usure, qui avaient des propriétés mécaniques toutes particulières. En additif à un matériau bien connu de la construction, comme le béton, eh bien, l'amiante, dès le début du XXe siècle, a explosé dans toutes les constructions et à de nombreuses reprises, nous avons trouvé de l'amiante dans les bétons. Mais aussi, finalement, de l'amiante dans des produits, dans les usines chimiques, dans l'industrie chimique, où on a utilisé l'amiante grâce à ses caractéristiques en résistance chimique. Et puis, bien d'autres propriétés encore, puisque ce qu'il faudra retenir, c'est qu'aujourd'hui, aucun matériau n'est capable de se substituer à l'amiante en totalité. La particularité de l'amiante, c'est que c'est un matériau qu'on peut trouver absolument partout. L'amiante ne se limite pas aux toitures en fibrociment, malheureusement. On en trouve aussi beaucoup dans des canalisations, qui sont en fibrociment également, dans des cheminées éventuellement, très fréquemment dans des mastiques vitriers, dans des cols de carrelage, dans des cols de faïence, dans des revêtements de sol, en lino, en carrelage. On peut en trouver également dans des joints de brides, dans des réseaux, des tuyauteries, dans des installations électriques. Il y a une diversité qui est extrême et la seule manière d'être certain qu'un matériau contient ou pas de l'amiante, c'est une analyse au microscope en laboratoire. L'amiante est générateur de pathologies, notamment de pathologies pulmonaires, puisque le danger numéro 1 de l'amiante, c'est d'abord l'inhalation. Ces fibres d'amiante vont avoir la fâcheuse tendance de devenir de plus en plus fines, de plus en plus courtes, jusqu'à ne plus être en capacité d'être filtrées par l'appareil humain, que ce soit le nez ou que ce soit effectivement les bronches.
Et donc, ces fibres d'amiante vont finir au plus profond des poumons. Ces fibres vont générer des pathologies telles que des fibroses pulmonaires, des cancers bronchopulmonaires, et puis générer des pathologies sur l'enveloppe pulmonaire, qu'on appelle la plèvre, mais aussi un cancer terrible qu'on appelle le mésothéliome, qui encore aujourd'hui est qualifié sans soin et qui malheureusement provoque systématiquement la mort aux gens atteints de cette pathologie. Monsieur le maire, quelle responsabilité endosse-t-il? Le problème est vaste, d'autant plus vaste qu'effectivement il n'endosse pas une seule responsabilité et que monsieur le maire endosse plusieurs types de responsabilités. Il est tout d'abord représentant du propriétaire des biens dont jouit la commune. L'ensemble de ce patrimoine immobilier est soumis à une surveillance particulière. Tout d'abord, une enquête pour savoir s'il y a de l'amiante, mais simplement les matériaux de contact avec le public. Donc savoir s'il existe ce type de matériaux dans le bien. Et s'ils existent, ces matériaux, connaître leur état de conservation. Malheureusement, s'ils sont en mauvais état, le propriétaire aura à ce titre-là des obligations pour finalement remplacer ces matériaux ou substituer ces matériaux par d'autres matériaux sans risque. Peut-être dans votre commune, mettez-vous à disposition un local à un commerçant. Et bien dans ce cadre-là, vous n'êtes plus simplement propriétaire, vous êtes bailleur en quelque sorte. Et vous devez fournir l'information que vous avez traitée préalablement à travers un dossier qu'on appelle dans notre jargon le dossier technique amiante, DTA. Vous devez fournir cette information à vos locataires, à vos exploitants, de telle sorte à ce qu'ils connaissent parfaitement les conditions d'occupation de ces locaux. En tant que maire, vous êtes aussi employeur. Employeur d'agents qui viennent produire leur travail dans des locaux. Et vous devez, à ce titre-là, leur assurer la salubrité des locaux. Et là, vous devez garantir le respect d'un seuil qu'on appelle le seuil santé publique. Vous vous trouvez aussi employeur d'agents qui sont susceptibles de réaliser des travaux. Quoi de plus simple pour la secrétaire de mairie que de vouloir poser un petit spot dans un coin ou sur le plafond, de telle sorte à améliorer l'éclairage de son poste de travail? Eh bien là, stop. Et oui. À ce titre-là, vous devez fournir une information exhaustive quant à la présence d'amiante. Le document connu préalablement à travers le DTA n'est pas un document exhaustif. Et quand vous allez percer des trous, soit dans le mur, soit quand vous allez passer au-dessus des faux plafonds, vous risquez de rencontrer des matériaux amiantés qui n'étaient pas identifiés dans les DTA, ces dossiers techniques amiante. Il va donc falloir produire d'autres rapports qu'on appelle des rapports de repérage avant travaux. Et puis enfin, vous retombera sur les épaules, bien entendu, cette lourde responsabilité aussi de donneur d'ordre, puisque nombre de travaux, vous les confierez à des entreprises extérieures. Et bien là aussi, en tant que donneur d'ordre, vous avez des obligations toutes particulières d'aller aussi leur indiquer là où il y a de l'amiante. C'est donc à vous de recourir à un opérateur de repérage et de confier ce travail de réalisation d'un rapport de repérage avant travaux pour que les entreprises puissent estimer si elles sont en capacité de faire ou pas. On est ici sur un terrain, plein milieu de Saint-Jean-de-Maurienne, avec un bâtiment qui est là dans un état délabré depuis des dizaines d'années et dont la communauté de communes a souhaité l'acquérir pour construire un projet sur cet emplacement qui est bien situé au niveau de Saint-Jean-de-Maurienne. Par contre, aujourd'hui, la démolition, on s'est dit on va la confier à l'EPFL parce qu'ils savent faire, comme ils savent faire les négociations. Derrière, il y a aussi le problème de l'amiante. Et en tant que maître d'ouvrage aujourd'hui, c'est vrai que la responsabilité qu'on pourrait trouver sur des bâtiments anciens comme ça, et quels que soient les travaux qu'on le fasse, de toute façon, on doit faire un diagnostic. Donc on leur a confié la totalité de cette opération. C'est vrai que ça enlève du poids dans la construction du dossier et on a l'esprit plus tranquille par rapport à l'amiante et par rapport aux travaux qui doivent être faits. La première étape qui est nécessaire, c'est la réalisation du diagnostic amiante avant démolition. Ces prélèvements, une fois réalisés, sont confiés à un laboratoire qui va faire une analyse au microscope électronique et qui va vérifier la présence ou l'absence d'amiante. La présence d'amiante étant avérée, il va retourner donc le résultat de toutes les analyses au diagnostiqueur qui va nous remettre un rapport qui est un rapport qui fait la liste de tous les échantillons qui ont été prélevés, de leur positionnement dans le bâtiment
et de la présence ou de l'absence d'amiante. L'entreprise va venir sur site pour effectuer le marquage. Donc le marquage, c'est simplement de marquer à la peinture l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante dans le bâtiment qui sera à désamianter et à démolir. Le PFL va monter son cahier des charges pour lancer son appel d'offres. Donc nous pratiquons systématiquement l'allotissement. L'allotissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un lot désamiantage, un lot démolition. Pourquoi? Parce que les opérations de désamiantage, elles sont réalisées exclusivement par des entreprises qui ont obtenu une certification. L'entreprise va nous transmettre un document qui s'appelle le plan de retrait, qu'elle va transmettre également à l'inspection du travail, qui décrit précisément comment elle va travailler sur le chantier précis dont on parle. On va réaliser au préalable des mesures qu'on appelle des mesures d'empoussièrement, qui vont pouvoir permettre de mesurer la présence ou non de fibres d'amiante dans l'air, dans la construction, dans le bâtiment qui est voué à être démoli, mais également dans l'environnement proche. Ensuite, l'entreprise va mettre en œuvre les processus qu'elle aura décrits, les modes opératoires, et va procéder au retrait de l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante. Une fois que ce retrait est effectué, on réalise de nouvelles mesures d'empoussièrement qui permettent de vérifier qu'on a retiré tous les matériaux qui contenaient de l'amiante et qu'il n'y a pas d'amiante dans l'air. L'entreprise va également gérer les déchets. C'est une partie extrêmement importante d'une opération de désamiantage puisque le PFL en l'occurrence, mais le maître d'ouvrage, en tant que propriétaire du bien, est propriétaire également des déchets. Ça, c'est la législation française qui ne s'applique pas uniquement à l'amiante, mais qui s'applique à tous les déchets. Et que donc nous avons la responsabilité de vérifier que nos matériaux qui contenaient de l'amiante, ils ont bien été acheminés jusqu'à un point qui est accepté, qui est apte à recevoir des matériaux contenant de l'amiante. Votre agent ou l'entreprise extérieure va donc intervenir maintenant sur le matériau amianté. La première des protections qu'il faudra mettre en œuvre, bien entendu, est la protection du salarié ou de l'agent qui va intervenir directement sur l'amiante. Ces agents, ces salariés vont passer par un vestiaire pour se dévêtir et repasser sur le dos une combinaison de protection du risque chimique, combinaison étanche, à laquelle sera associé un appareil de protection respiratoire. Donc les gens, une fois passés par le vestiaire, équipés, vont passer dans le confinement pour travailler. Comment passe-t-il du vestiaire à l'intérieur du confinement? Eh bien, ils y passent effectivement par des aménagements particuliers que l'on appelle des sas. Sas d'entrée, qui permet effectivement de ne pas externaliser la pollution, et qui servira effectivement aussi de sas de sortie, et qui permettra une décontamination de ces agents. Les agents, à l'intérieur de la zone, vont générer des déchets. Ces déchets devront être sortis de la zone en toute sécurité. Il conviendra donc de les emballer préalablement et de sortir délicatement, en respect d'un certain protocole, de sortir ces déchets pour les emballer définitivement dans ce qu'on appelle des big bags. Nous mettrons en place du matériel spécifique qu'on appelle des extracteurs qui permettront de renouveler l'air à l'intérieur et de ne pas avoir une multiplication infinie de la contamination et de la pollution, et donc de permettre aux salariés de respirer un air correct. Pour ce qui nous concerne, c'est le cas d'une maison, la vente d'une maison appartenant à la commune. Ça fait quelques années qu'elle est en vente. Une opération menée par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne qui souhaite vendre ce bien et qui a décidé de faire appel à l'expertise, aux connaissances, aux compétences de l'EPFL en la matière, puisque sur un bien datant des années 60-70, il y avait fort à parier qu'il y aurait un petit peu de désamiantage, notamment sur les couvertures extérieures. Puis on en a également sur l'intérieur. Il nous a semblé utile et judicieux de faire appel à cet organisme sur lequel nous nous sommes appuyés, déjà pour avoir une idée assez précise de ce qui pouvait nous attendre et puis surtout de pouvoir conforter les estimations qui avaient été faites par des sociétés spécialisées sans s'attendre à des surprises par rapport aux estimations qui avaient été faites initialement. On appuie la collectivité qui n'est pas forcément armée
sur le plan technique pour suivre une opération de désamiantage. Et donc on est là en conseil dès que les collectivités adhérentes à l'EPFL nous sollicitent.